Donc Michel, tu es en ligne. Bonjour, bonjour à tous. Je vais partager ma présentation et on verra que on peut se rejoindre sur pas mal de choses. Et puis, vous allez voir que je ne vais pas vous parler que de visée pédiculaire, mais d'une vision un petit peu plus globale. Alors, vous allez juste me confirmer qu'on voit bien la présentation. Oui, tout à fait. C'est en ligne. Parfait. Alors, bon, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent. Alors, effectivement, je ne reviendrai pas sur les raisons, mais elles sont valables. Je remercie beaucoup la société de m'inviter sur ce sujet de controverse, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et je pense il y a beaucoup de choses à faire et pas forcément en opposition avec le savoir qui nous a été transmis depuis de très longues années. Alors, la question de la controverse, c'était un petit peu quels sont les meilleurs moyens de faire une chirurgie rachidienne qui soit à la fois efficiente et sûre. Est-ce qu'on a besoin de rien du tout, d'une fluoroscopie, d'une navigation ou maintenant d'un robot? Alors Monsieur Stein l'a bien tout à fait rappelé, hein, on est passé sur une augmentation progressive des apports technologiques avec un objectif qui est une amélioration de la précision et un ressenti parfois sur une augmentation des contraintes pour la réalisation du geste et ou des coûts qui pourraient paraître inutiles, puisque pour finir, c'est la base de la chirurgie du rachis de savoir mettre une vis. Alors, en réalité, moi, je pense que on va montrer que cette amélioration de précision, elle va apporter quelque chose à l'acte, et non pas juste le fait de mettre bien une vis. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une modification qui va être importante des pratiques. On va être sur une réalisation qui est un chirurgien sculpteur, un chirurgien peintre. On va avoir un chirurgien compagnon dans les artistes qui font des meubles, un chirurgien qui va être de plus en plus un pilote d'avion avec de multiples informations. Et si on demandait à Saint-Exupéry faire traverser aussi nombreuses fois l'Atlantique ou la Manche, aujourd'hui, on va montrer qu'on a quand même beaucoup plus de sécurité à transporter les gens et vous posez beaucoup moins de questions à aller en avion avec les avions modernes que les avions du début du 20e. Et donc, la révolution de la robotique, ça va être d'utiliser des outils venant du numérique au sens large pour pouvoir permettre à plus de gens d'avoir des résultats qui sont aussi bons que ceux que vous pouviez espérer avec l'expert. Alors, pour pouvoir parler de quelque chose, il faut avoir quand même une expérience. La chirurgie du robot sur Amiens, en fait, que je développais, c'est depuis 2015. Depuis, j'ai opéré plus de 600 patients en chirurgie robotisée, sous assistance robotisée, avec des indications uniquement thoraco-lombaires et sacrées, avec beaucoup de rachis dégénératifs, une grosse balance mini-invasive, les TELIF, mais également de la traumatologie, du rachis tumoral, je vous en présenterai, et de la déformation, que ce soit de la déformation adulte, dégénérative, ou de la déformation enfant avec mes collègues pédiatres, en particulier le docteur de Rousseau et le professeur Roux. Alors, pour avoir un intérêt, il faut qu'il y ait une plus-value. Alors, la plus-value, en fait, je vais vous la montrer sur quatre points. Il y a quand même une précision améliorée et ça va falloir. Je vais essayer de vous montrer en quoi cette précision, elle va être intéressante. Il va y avoir une simplification de l'acte. On n'espère pas être meilleur que le plus grand expert, mais on va essayer d'obtenir le résultat du plus grand expert le plus souvent possible, d'un patient à un autre et on va dire aussi d'un chirurgien à un autre. Tout le monde ne peut pas aller à Strasbourg se faire opérer. Et puis enfin, cette simplification, elle va venir de deux valeurs ajoutées de la robotique, la planification et puis l'utilisation de ces bras intelligents, bras porte-instruments qui sont intelligents. Je vais vous montrer qu'on ne perd pas en efficience, bien au contraire. Puis enfin, il y a un futur qui est proche, qui est plein de promesses. Tout à l'heure, vous allez avoir une controverse sur l'intelligence artificielle. Le robot, il fait le pont entre le diagnostic, l'acte et le post-opératoire. À partir du moment où vous pouvez savoir ce qui a été fait, vous pouvez le mesurer, vous avez des données quantifiées, vous faites le lien, il n'y a pas un no man's land de l'acte opératoire, et donc vous allez pouvoir tirer des informations et améliorer au fur et à mesure vos plans. Alors l'amélioration de la précision, ça reste quand même une réalité. Je vais parler que
que des robots de troisième génération. Alors, vous avez vu que les robots, il y a eu un certain nombre d'arrivées où vous utilisiez la fluoroscopie. Les robots de troisième génération, c'est ce que vous entendez à l'heure actuelle. C'est le Cirque, c'est le Mazor, c'est le Rosa, c'est le nouveau Central e-Robotics. En réalité, c'est un bras robotisé associé à une navigation et un scanner à capteur plan. En fait, c'est un couple imagerie, bras et navigation. Et si vous regardez la série amiénoise, et je vais remontrer après sur les séries de dernière génération, sur des rachis qui atteignent le thoracolombaire, on a un positionnement des vis considéré comme acceptable dans plus de 98% des cas, c'est-à-dire les A ou les B, c'est-à-dire des effractions pédiculaires de moins de 2 mm. Les C ou D sont de moins de 1%. En quoi ça consiste en termes pratiques pour nos patients? Il n'y a jamais eu de repositionnement post-opératoire et jamais eu d'atteinte neurologique liée à la mise en place des implants. Alors je sais qu'un chirurgien expérimenté va avoir des résultats qui vont être assez proches, potentiellement uniquement à foyer ouvert, alors que là, il y a 90% de rachis qui vont être percutanés, mini-invasifs. Mais il va y avoir, dès le 20e patient, un niveau de précision qui va être très élevé, qui va perdurer dans le temps, et ceci, quel que soit le praticien. La précision, on en a entendu parler il y a quelques secondes, c'est pas juste éviter une vis, c'est dans la portion de votre montage, éviter la facette articulaire pour éviter le syndrome du segment adjacent. C'est justement passer par l'articulaire pour avoir une arthrodèse si vous l'êtes en dessous et pas avoir une fixation qui ne sera pas bonne. C'est d'avoir un diamètre qui est supérieur à la moitié du diamètre de votre pédicule pour augmenter la biomécanique, atteindre votre tiers antérieur de votre corps vertébral pour assurer la meilleure solidité de votre manchage possible. Et ben en fait, ça également, alors c'est quelque chose qui a été soumis, qui est en relecture, qui n'a pas été encore publié, mais on voit que par rapport aux techniques qui sont utilisées au sein de notre CHU, c'est que des séries comparatives internes, et ben il y a une très nette amélioration de cette capacité avec, en réalité, la capacité de pouvoir faire ce que vous avez planifié. On revient au principe de la chirurgie, c'est le chirurgien va guider, c'est lui qui fait son plan, et donc c'est lui qui va décider où est-ce qu'il va mettre ses implants, et il va réaliser son planning. Alors c'est quoi l'apport de cette précision? Je vais vous faire juste un exemple tout simple. L'apport, c'est le fait que vous planifiez et vous faites ce que vous avez. Oui, ça c'est. Il y a eu un appel téléphonique sur l'ordinateur, alors évidemment, ça a coupé la communication. Il avait coupé le téléphone, mais il n'avait pas coupé la connexion. Donc il faut savoir poser des vis. Voilà. Donc il faut d'abord savoir poser des vis en regardant l'anatomie, et ensuite on peut utiliser des systèmes qui font... Ah, il revient. Le fait d'avoir Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vais repartager mon écran, je suis désolé. Un exemple très simple, c'est le fait de faire votre plan et de respecter votre plan qui va vous permettre de faire l'acte. De manière très simple, sur un TLIF, quand vous l'êtes en mini-invasif, sous navigation, on dit souvent que le L5S1 est assez difficile. Pourquoi? Parce que si vous le faites après votre décompression, vous allez perdre en précision et donc vous allez avoir du mal à positionner bien vos vis. Si vous le faites vis par vis, on parlait de l'alignement, vous pouvez aussi vous retrouver sur des difficultés à faire votre décompression, rien que parce que vos vis vont être tête bêche. Et vous n'allez même pas pouvoir vous en servir pour pouvoir utiliser vos distractions. Si vous faites un planning qui va prendre en compte votre espace
et vous laissez la place pour passer en intersomatique pour faire votre foraminotomie, que vous allez pouvoir utiliser votre vis parce que vous savez qu'elle est suffisamment bonne pour pouvoir réaliser une distraction supplémentaire et donc augmenter la mise en place de votre implant intersomatique, et ben vous allez pouvoir rendre votre geste qui est plus simple puisque vous le visez et facilité par le fait que vous n'allez pas avoir des obstacles inhérents au fait d'avoir fait un geste percutané un à un, vis une à une. Ça, c'est valable pour l'ensemble de vos montages. Et dès lors que le montage augmente en percutané, il va falloir aligner les vis. Et bien sur un robot, vous le faites de manière extrêmement aisée et vous allez pouvoir réaliser l'ensemble de votre montage sans aucune difficulté, sans nouvelles. Vous allez pouvoir anticiper toutes ces difficultés techniques dès le démarrage. C'est efficient. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on perd du temps. Alors, quand vous développez un robot de tout début de l'activité, alors oui, on a perdu du temps puisqu'on était sur des études de développement. Si vous regardez un robot utilisé tel que lorsque vous pourrez l'utiliser en pratique classique, par rapport à une navigation, aujourd'hui, dès lors que vous voulez faire du mini-invasif, vous allez augmenter votre temps opératoire d'un recalage du robot, ce qu'on appelle la mise en correspondance. Ça va vous faire perdre 30 secondes de plus. Puis, en gros, le planning de votre chirurgie, une fois que vous connaissez votre soft, ça va vous prendre 5 minutes en moyenne. Et ces 5 minutes, c'est les minutes que vous n'allez pas perdre au moment où vous allez faire votre acte opératoire parce que vous n'aurez pas les têtes de vis qui vous encombrent, parce que vous savez exactement quel type de cache vous allez pouvoir mettre, parce que vous allez pouvoir faire une visée, une décompression avec le bon angle. Si on parle sur un télé, vous allez aussi vous amuser à faire une angulation de vos vis de telle sorte que vous ayez la bonne angulation pour pouvoir aller chercher et dépasser la ligne médiane lorsque vous mettez l'implant. L'ensemble de ces actes sont ainsi facilités pendant tout l'acte et vous n'avez plus à devoir vous adapter en permanence à des choses nouvelles. Et vous n'avez plus besoin de regarder, vous avez l'information visuelle en termes par le retour sur information à l'image. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sensibilité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'esprit critique. Il faut savoir critiquer l'image. C'est la première chose d'ailleurs quand on fait des formations, c'est de critiquer l'information que peut donner le robot. Ça nécessite une formation, tout comme n'importe quel acte et quel outil opératoire, pour pouvoir justement avoir un œil critique, avoir un ressenti par rapport à l'acte et pas suivre bêtement une machine, tout comme n'importe quel conducteur de voiture ne doit pas suivre bêtement une information donnée. Il va falloir utiliser un outil tout en ayant un esprit critique par rapport à ce dernier. Alors en fait, l'intérêt d'un robot, pour moi, c'est pas de mettre bien une vis, c'est qu'en fait, ça devient des outils d'assistance globale pour essayer d'améliorer un service rendu et dans des indications qui sont extrêmement larges. Ça vous va de la déformation, vous allez pouvoir faciliter un montage. Ça va aller sur une simple kyphoplastie. On a pu montrer qu'on améliorait notre réduction, c'est-à-dire que la réduction, la restauration de la hauteur vertébrale est optimisée grâce à une planification en 3D. Vous allez pouvoir réaliser chez des patients âgés, on parlait de rachis thoracique, on peut certes faire des crochets à 80 ans, mais ça devient une chirurgie qui quand même devient beaucoup plus lourde. Là, vous la faites en percutané sous fluoroscopie pour voir quelque chose, c'est quand même bien compliqué. Et avec un robot, cette chirurgie-là, elle est extrêmement simple. Vous faites le patient dans la nuit quand il est arrivé et il ressort à 2 jours après sans avoir fait de syndrome de glissement. Lorsque vous avez les outils, on parlait de vis, vous pouvez descendre beaucoup d'autres choses. Là, on fait beaucoup d'ablations par radiofréquence. Il y a des personnes qui nous sont adressées parfois avec des métastases déjà irradiées sur lesquelles on nous adresse essentiellement, par exemple, là pour des douleurs. Mais en fait, avec une radiofréquence, vous allez pouvoir avoir un effet antitumoral parce que vous allez pouvoir planifier plusieurs passages, plusieurs sondes au sein du corps vertébral pour pouvoir enlever et réséquer, enfin faire l'ablation de cette tumeur. Sans visualisation 3D, sans planification, c'est extrêmement dur de pouvoir réaliser ce type de geste qui est réalisé en outre de manière percutanée, donc vous pouvez respecter l'intégrité du corps du patient. On parlait de visée difficile, pour aller chercher S1 sur des structures compliquées, on va pouvoir passer en transiliaque sans trop de difficultés, avoir un effet particulier. On parlait enfin de montage compliqué sur des vis, sur de la chirurgie pédiatrique. Et quand vous avez un spina bifida déjà opéré, une visée pédiculaire à foyer ouvert reste un challenge
c'est jeu d'enfant d'un point de vue d'assistance robotisée, la mise en place d'une visée sacrée, on l'a pu le montrer, alors que c'est des visées qui sont également complexes à faire dans les 3D. Vous allez pouvoir à la fois mini-invasif, permettant de respecter le patient, éviter des risques inutiles, tout en ayant une précision qui est toujours la même que de l'ordre du millimètre, millimètre et demi. Et donc, vous avez une capacité de pouvoir couvrir un nombre de pathologies qui devient extrêmement intéressante. Alors, pourquoi l'assistante robotisée, c'est intéressant? Parce que ça donne de la sécurité, de la reproductibilité, interopérateur et interindividuel. Parce que vous allez pouvoir optimiser et sécuriser vos gestes mini-invasifs. L'activité du service, c'est aujourd'hui 80% de mini-invasifs. Et ça, ce n'est pas si simple de pouvoir le faire quand on n'a pas d'outils d'assistance. Vous allez pouvoir utiliser de plus en plus des outils de prédiction et afin d'améliorer vos plans et ainsi de restaurer mieux vos objectifs, c'est-à-dire améliorer un équilibre, retrouver un équilibre sagittal, coronal, et améliorer une restauration d'une hauteur vertébrale dans une chirurgie. Et puis, vous allez pouvoir développer des nouvelles voies d'abord, des nouvelles applications, parce qu'elles n'auraient pas été naturelles sans robot, mais comme vous avez un outil qui vous permet de tenir les instruments et vous avez des outils de visualisation, vous allez pouvoir réaborder le corps de manière différente afin de proposer des gestes qui ont été théoriquement intéressants, mais pas facilement réalisables si vous n'aviez pas d'outils de visualisation avancés. Alors, j'espère vous avoir fait au moins réfléchir sur l'intérêt de la robotique, sur le fait que ce n'est pas des outils qui servent à mettre des vis, mais bien des outils qui vous servent à améliorer votre acte de manière globale, par une précision. Vous réfléchissez beaucoup moins à la morbidité de la mise en place de votre vis, parce que vous savez l'utiliser, parce que ça va vous permettre de simplifier votre acte par une planification, parce que vous allez pouvoir gagner du temps, et ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis parce que vous allez pouvoir de plus en plus travailler sur une chirurgie prédictive qui améliore votre plan pour pouvoir répondre aux enjeux actuels de restauration d'un équilibre sagittal, de restauration de ce que vous voulez, ou d'augmentation d'une ablation d'une masse tumorale chez des patients. Puis enfin, il y a la chirurgie robotisée. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un parallèle avec les voitures. Au début, c'était des outils qui étaient un petit peu bruts. Demain, ça devient des outils qui sont un petit peu comme les voitures de luxe. Vous allez pouvoir avoir une intégration et une collaboration avec lui qui, tout en restant le maître, permettra d'avoir un troisième bras intelligent avec lequel vous pourrez interagir pour améliorer vos gestes, quels que le soient. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cobotique. Et en fait, c'est maintenant. Enfin, on parle de coûts souvent. Si vous regardez l'évolution, à partir du moment où vous avez un minimum d'activité où il va falloir mettre de l'implant, c'est tout à fait finançable, quelles que soient les structures. Et ça, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est un des enjeux également. Alors, je vais arrêter le partage et ça va permettre de discuter un petit peu sur cette controverse. Jean-Paul, tu peux venir ici. Donc, tout d'abord, une ou deux questions avant que vous commenciez le débat. Qui a un amplificateur de brillance pour faire de la chirurgie rachidienne? Presque tout le monde, pas tout le monde? D'accord. Qui a un système de navigation pour faire de la chirurgie rachidienne? Bon, j'ai vu qu'il y avait 45 OARM en France et 15 BrainLab. Ça en fait déjà un peu moins. Et qui a un robot? Un robot. Si. Oui, là-bas, dans le coin. Je pense qu'en France, il doit y avoir 2 robots. Un à Amiens et un à Angers depuis quelques semaines. D'accord. Et des robots qui servent à la chirurgie rachidienne, pas cérébrale. Exactement, oui. D'accord. Oui, sur la chirurgie cérébrale, il y en a beaucoup plus. Alors, moi, j'ai une question qui est dans les arguments de Jean-Paul. Et ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'il met sa curette ou son instrument pour perforer
le pédicule, eh bien, il a une sensation, et il la tourne, il sent qu'il est dans l'os, qu'il ne part pas à côté. La navigation permet de diriger l'instrument, parce que c'est la main du chirurgien, mais le robot n'a aucun retour haptique. Alors le robot, non, mais c'est vous qui forez. Donc vous avez ce retour, et si vous ne sentez pas de l'os au moment où vous faites votre forage ou au moment où vous mettez votre tarot, puisqu'en fait il porte, mais c'est vous qui y mettez, il faut critiquer. Ce qui est assez intéressant quand vous faites votre robot, vous avez toutes les erreurs possibles qui vont être données. Un, il faut avoir une corrélation entre le ressenti, c'est-à-dire je sens l'os. Deux, avec ce que vous visualisez, ce qui vous montre. Et trois, avec le planning. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des fois, on peut avoir un peu ce qu'on appelle ripé, c'est-à-dire être tout un peu parallèle, où on va pouvoir l'avoir par retour d'infos visuelles. Là, vous pouvez sentir de l'os, parce que vous êtes en partie dans le pédicule, vous allez pouvoir corriger cette chose-là. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir mesurer quand vous êtes sous robot, c'est s'il y a eu, entre guillemets, une mauvaise utilisation, c'est-à-dire votre référence qui vous sert à suivre le malade a bougé sans que ça soit un mouvement naturel de votre patient. Cette information-là, vous ne devez la critiquer que par votre ressenti, puis par votre propre visualisation 3D de votre acte. Si vous voyez que ça va viser vers le milieu, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une mauvaise utilisation et ou quelqu'un qui a bougé la dite référence. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il faudrait une année supplémentaire d'études pour qu'on puisse apprendre à se servir de ces petites machines? Parce que apprendre à mettre une vis, normalement, dirais-je, c'est quelque chose qui va assez vite, puisque un interne en rachis est très vite capable de mettre une vis. Par contre, est-ce qu'on va pas mettre plus longtemps pour apprendre à bidouiller tous ces trucs-là? Alors, il y a deux faits qui sont réels. Je ne pense pas que c'est plus long d'apprendre, il faut être exposé. Aujourd'hui, on a un déficit d'exposition. Et si je veux faire un parallèle avec la grosse limite à l'heure actuelle de la robotique, c'est qu'on ne peut pas apprendre comme ça sur un malade avec quelqu'un au fur et à mesure de l'eau. C'est un peu comme la différence entre la voile ou la planche à voile. Vous apprenez à faire votre tire-veille, puis après vous apprenez à faire votre start, puis après le harnais, etc. Il y aura très peu qui sauront faire, un peu comme vous, des super grands sauts, mais personne n'aura été mis en danger. Avec la robotique, c'est un peu comme le kitesurf. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous pouvez savoir faire des grands sauts, mais si vous n'avez pas appris avec quelqu'un, vous pouvez vous retrouver sur le sable ou face à une falaise parce que vous n'avez pas appris à utiliser l'outil. C'est-à-dire que vous avez potentiellement plus de bêtises faites si vous n'avez pas été appris à utiliser. Et donc, effectivement, il y a un grand enjeu à la formation initiale, mais formation continue des patients. Alors, par exemple, moi, je pense que tout le monde sait que je suis conseil pour Zimmer. Aujourd'hui, la mise en place d'un robot n'importe où dans le monde nécessite, un peu comme les radiothérapeutes avec une machine de radiothérapie, une formation qu'on labellise, c'est-à-dire s'assurer que le chirurgien est devenu suffisamment expert de la machine. Je ne parle pas de sa capacité de chirurgien, mais cette capacité à utiliser la machine avant de l'utiliser chez le premier malade. On a mis quelques temps à imposer ça à la machine, à l'industriel, mais il s'est rendu compte de cette nécessité. Et donc, il y a tout un parcours qui est à la fois théorique, mais également pratique avant de faire sur les premiers malades. Une fois que vous avez fait cette première partie, l'expertise, elle arrive par contre assez vite. Une vingtaine de malades, vous savez le faire. Donc, il y a un temps incompressible, mais il est assez rapide. Alors, est-ce qu'il ne faut pas imposer que d'abord, il sache mettre une vis tout seul et après faire l'ordinateur, ou on fait d'abord l'ordinateur et puis on apprend quand, on n'apprend plus? Je pense qu'il faut apprendre à faire les deux, rien que pour pouvoir avoir un esprit critique. Ça, c'est évident. Après, je vais faire sur la côté neurochirurgical. Il y a 20 ans, on apprenait à clipper sans microscope. Aujourd'hui, on apprend à clipper avec un microscope. Si jamais c'est une grosse rupture, on va peut-être apprendre plus tôt. Donc, il ne faut pas forcément refuser la technique, mais par contre, il est sûr et certain qu'il faut, dans l'apprentissage de nos résidents, apprendre à faire aussi les techniques classiques. Ça, c'est évident.
qui doit être le premier, la poule ou l'œuf, c'est tout ce que ça peut être discutable. Nous, sur Amiens, on leur apprend à faire les lieux en même temps. Alors, ils sont exposés encore à toutes les techniques, hein, que ça soit chez le patient, tout comme en simulation. Alors chez nous, Philippe Charles a absolument tenu à avoir ce genre d'affaires. Il a joué avec pendant 3 mois. Et aujourd'hui, le truc est au garage parce que ça va pas assez vite et que ça l'embête et que donc on a une navigation et moi je ne m'en suis jamais servi et lui s'en est servi 3 mois. Voilà. Ça veut dire aussi que je ne mets pas en cause rien du tout, hein, mais c'est vrai que quand on est bon chirurgien, et je ne fais aucun sous-entendu, hein, parce que moi je suis très mauvais informaticien, je suis nul. De reste, je m'approche d'une machine, moi elle tombe en panne, alors c'est aussi embêtant. Et donc, c'est vrai qu'il y a un problème de coût, hein, parce que hier on parlait que la prothèse discale ça coûte cher, mais il y a un problème de coût dans ce genre d'affaires, il y a un problème de fiabilité parce que l'homme est quand même plus performant qu'un ordinateur. Qui n'a pas eu un ordinateur qui a bugué? Qui n'a pas eu son iPhone bloqué? Et moi, je répète, de temps en temps, il y a le Pax qui tombe en panne, on n'a rien, on n'a pas de radio, on n'a pas de scanner, on est obligé d'opérer. Et si la vis est à côté, qui c'est qui va au procès? C'est l'ordinateur ou c'est le chirurgien? Alors, trois réponses. Si la vis est à côté, c'est le chirurgien. Le chirurgien est responsable. Encore moi, je suis pas aujourd'hui. d'accord. Moi, je payerai pas pour l'ordinateur. Hein. C'est pas en fait, c'est pas l'ordinateur qui fait le plan. C'est pas l'ordinateur qui exécute. C'est Donc, une assistance. écoutez bien. Vous ne vous disculperez pas avec un robot. Hein. Oui, sauf si il faudrait pouvoir montrer que sur les données d'utilisation purement de mathématiques, il y a eu un dysfonctionnement, hein, pour pouvoir aboutir à l'erreur. En réalité, c'est pas le cause. Sur le fait que parce que c'est important. On a toujours parlé de l'erreur médicale, mais maintenant c'est l'erreur robotique. Ça veut dire que on est responsable au second degré, plus au premier. En fait, c'est comme si on disait que le pilote n'était pas responsable du crash. Aujourd'hui, il reste responsable. C'est un peu de la même manière. C'est pas parce que vous avez des outils d'assistance que vous pouvez pas reprendre le contrôle, et c'est pas parce que vous avez des outils d'assistance que vous n'êtes pas responsable. Donc ça, c'est exactement comme pour les pilotes d'avion. La deuxième chose, c'est un iPhone, ça tombe en panne, mais qui n'a pas de smartphone aujourd'hui? C'est-à-dire que ça apporte un certain nombre d'intérêts dans la vie quotidienne pour qu'il y ait une grande majorité de la population qui ont shifté de leur Nokia vers le smartphone. Donc ça montre bien que ces outils-là, parce qu'ils nous permettent de répondre aux enjeux, il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir la même expertise que ce que vous pouvez produire vous avec votre expertise. C'est-à-dire que l'objectif d'un robot, je ne pense pas qu'elle est d'être supérieure à ce que vous faites. L'objectif d'un robot, c'est d'avoir une couverture et un nombre de personnes. Il n'y a qu'un Rodin, en fait. Il n'y a qu'un Mozart. Par contre, avec des ordinateurs, vous pouvez reproduire des belles sonates. Et vous pouvez être un très bon soliste qui est capable d'être un très bon interprète, même si vous n'avez pas été capable de faire la musique. Et donc, vous pouvez être chef d'orchestre, avoir un grand talent, tout en utilisant ces informations. Alors, vous avez vu qu'il est bon chirurgien, il est bon informaticien, et puis il vous emballe bien quand même. Hein, il vous emballe bien. Il est bon aussi avec la voix. Jérôme, tu as quelque chose à dire? Ouais, allô? C'est bon. Ouais. D'abord, Jean-Paul, je voulais te titiller en te disant qu'il y a des chirurgiens qui bug aussi. Hein. Il n'y a pas que les ordinateurs. Nous, ça nous arrive de bugger tous. Donc, c'est pas l'argument, à mon avis, tient pas la route. Par contre, oui, mais quand tu bugs, toi, tu sais que c'est toi. T'es pas à la merci le malade, t'as pas à la merci d'une bestiole là, qui est là, certes. qui t'écoute pas. Et ce que tu disais, Michel, tout à l'heure sur la planche à voile, etc., moi, je vais aller plus loin. J'ai la chance de connaître plusieurs navigateurs qui ont fait le Vendée Globe. Et les gens ne le savent pas, mais
il a été rendu obligatoire une formation au sextant, parce qu'ils ne savent plus utiliser un sextant. Et puis, comme l'a dit Jean-Paul, leur GPS, même le double, même le triple, ils peuvent tomber en rade, ils n'ont plus de jus, etc. Mais au bout d'un mois, quand ils sont dans le Grand Sud, le sextant, je ne sais pas si certains ont déjà utilisé ça, ils ne savent plus l'utiliser. Et il est certain, à mon avis, que la génération des 30 ans aujourd'hui, dans 20 ans, une visée pédiculaire, ils ne sauront plus la faire. C'est une évolution sur laquelle on ne peut pas revenir. Moi, j'ai gardé une bagnole avec un embrayage et puis des vitesses pour leur apprendre, mais je sais très bien que dans 10 ans, mes enfants, ils auront tous des voitures automatiques et puis ils vont plus savoir passer une vitesse et embrayer. Donc on ne peut pas dire il faut apprendre la visée pédiculaire, on le dit pour être politiquement correct aujourd'hui, mais il est évident que dans quelques années ou dizaines d'années, on saura plus le faire. Et même on saura plus l'enseigner parce que les seniors auront également arrêté de le faire. Non, mais il est très fort, ce garçon-là, parce qu'il savait que Jérôme Alain aime bien la voile, et il a parlé exprès de la voile pour l'avoir de son côté. Non, il est très très fort, ce mec. Bon, je vais devoir conclure. Je crois qu'il n'y a pas vraiment un gagnant, mais il y a quand même de bonnes tendances pour vous ramener à ce qui a été présenté hier en aviation lorsque l'on passe son brevet de pilote aujourd'hui, le brevet de base, le Private Pilot License. Eh bien, on vous fait faire un parcours uniquement avec la boussole et la montre. Parce que les avions volent tout le temps à la même vitesse, le moteur est à 75% de sa puissance. Et comme ça, avec le cap et la montre, vous pouvez toujours retrouver votre route. Eh bien, aujourd'hui, moi, je pilote et du coup, je prends un GPS. Évidemment, j'en ai un dans l'avion, j'en ai un dans mon iPhone, j'en ai un dans mon iPad. Et je prends que ça que quand je pilote. Mais de temps en temps, eh bien, la batterie est à plat. Il fait trop chaud dans l'avion, l'iPad ne marche plus. Eh ben, il vous reste quoi? Il vous reste la boussole parce qu'elle, elle marche toujours. Donc je pense qu'il faudra continuer à apprendre aux internes à mettre des vis pédiculaires en allant au laboratoire d'anatomie, mais que, bien évidemment, pour la vie de tous les jours, mon impression, c'est que grâce à cette robotique, eh bien, on va transformer les mauvais en moyens et les moyens en bons. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on transforme les très bons en moyens, parce qu'ils vont se reposer sur la machine. C'est peut-être le danger qu'il faudra éviter à l'avenir. En tous les cas, merci pour votre débat, et puis on va poursuivre. Merci beaucoup.